Après 13h30, donc moi j'ai 13h35. Est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Contrairement à la semaine dernière. Ok, parfait. Alors, je ne sais plus trop où on était la dernière fois, le bug en plus. Il me semble qu'on s'était arrêté. Alors, je vais vous partager le PowerPoint. Alors, premièrement, est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Et secondo, est-ce qu'on était bien arrivé ici? Ok, on voyait bien. Et on avait traité le problème de la poutre en flexion. Et on avait résolu le problème. Alors, je crois que j'avais commencé à vous faire une figure sur une poutre en flexion 3 points. Bon, vu qu'on a pris du retard, alors, si j'ai le temps, je le reprendrai en TD. Et je pense qu'on aura le temps. D'accord? Et je vais plutôt continuer le cours. Alors, vous allez voir, ça va être peut-être 2 ou 3 planches de cours. Et après, on traitera un exercice un peu plus complexe que ce que l'on fait habituellement, hein, que ce soit en cours ou en télé. Bon, je pense que le maximum d'étudiants est là. Tant pis pour ceux qui ne sont pas présents, évidemment. Alors, je vais me mettre en... Ok. Alors... Est-ce que là, vous voyez... Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ça m'évite de basculer sur le... Et me dire si vous voyez. Vous voyez bien, mais ça, voilà, ça défile bien? Oui, les animations se font. Ok, merci bien. Je ne sais pas qui c'est qui m'a répondu, mais merci. Alors, on était arrivé là la dernière fois, hein, ça remonte un petit peu, 2 semaines, 3 semaines, si mes souvenirs sont bons. Alors, on va continuer en énonçant les limites de l'utilisation de l'énergie de déformation. D'accord? Donc là, je vais énoncer 1, 2, 3 ou 3 limites qui font que l'énergie de déformation ne permet pas de déterminer l'énergie de déformation et ensuite les déplacements des déformés des poutres qui nous intéressent. D'accord? Et on verra les méthodes énergétiques qui peuvent répondre à, et surtout, comme je vous l'ai déjà dit en introduction à ce cours-là, vraiment la valeur ajoutée de cette méthode énergétique, ce seront les cas des structures hyperstatiques. Alors, bon, comme je viens de vous le dire, la méthode va être utilisée, elle peut s'appliquer que dans les conditions suivantes. Donc, ça, c'est premièrement quand les systèmes étudiés ou les structures étudiées sont isostatiques. Comme ça, on n'est pas obligé non plus de passer par l'énergie de déformation, mais on a vu que ça allait quand même un peu plus vite. Donc ça, c'est la première limite. Ensuite, on peut déterminer, on va dire, nous, à chaque fois, le but principal, c'est de déterminer les déplacements ou la flèche en certains points, et on ne peut les déterminer qu'au cas des forces ponctuelles. D'accord? Et en plus, ça va se résumer à une seule force localisée. D'accord? En dehors forcément des actions aux appuis fixes, qui sont les réactions. Donc là, on va pouvoir étudier, comme on a fait précédemment, les structures qui sont sollicitées avec une seule force ou 2 forces, mais on pourra déterminer les déplacements au point où sont appliquées les forces. Donc ça aussi, c'est une grosse limite. Ensuite, si on veut étudier le cas de charge répartie, on ne peut pas non plus le faire avec l'énergie de déformation. D'accord? On verra plus tard le dernier exercice des TD, c'est justement une charge répartie. On verra qu'il y aura donc une autre méthode. Donc, comme je vous le disais aussi sur le deuxième point, seule la flèche au niveau des forces ou de la force localisée peut déterminer. Contrairement en première année, vous avez vu avec M. Enzina, lorsqu'on fait l'étude de l'équation différentielle, on peut remonter à la forme générale de la déformée. Avec les méthodes énergétiques, ce n'est pas possible. Donc, c'est limite, forcément. On verra comment faire également. Donc, si l'énergie de déformation nous limite dans son utilisation, on va utiliser d'autres
d'autres méthodes qui sont basées forcément sur l'énergie de déformation pour résoudre des problèmes plus complexes. Et en gros, ce sont les méthodes énergétiques. Donc, on en verra deux. Alors, en général, il y en a trois. On va appeler ça le théorème de Castigliano. Donc, ça, c'est pour le cas des structures isostatiques. Ensuite, on verra le théorème de Menabrea. C'est une extension du théorème de Castigliano qui nous permet de traiter les problèmes hyperstatiques, qui va essentiellement nous intéresser. Et pour finir, il y a aussi ce qu'on appelle le théorème des forces fictives ou des charges fictives, qui permet de déterminer, on va dire, le déplacement en un point où il n'y a pas de force. Bon, cette méthode-là, on va pas l'étudier. Pourquoi? Parce que c'est pas non plus. Et vous verrez que l'énergie de déformation, même si on fait un cours dessus, qu'on soit dans un bureau d'études ou si on fait le calcul de structure, ce ne sont pas les méthodes qu'on fait utiliser le plus. D'accord? Alors, je rebascule un peu sur le chat pour voir s'il y a des questions ou si le contexte a bien été posé. Ça m'a connecté. Sinon, bonjour, monsieur Busson. Pas de problème, monsieur Devilly, pour le retard, il n'y a pas de souci. Alors, je rebascule sur le cours. Donc, je me fous de compiler le panorama, pardon. Les paramètres d'affichage. Ok, voilà, bon, on est au début. Alors, bon, le théorème de Castigliano. Donc, vous avez cette page. Généralement, quand je suis en présentiel, je fais la démonstration. Donc, une démonstration plutôt mathématique. En distance, déjà, premièrement, quand on est en présentiel, c'est une démonstration qui ne passe pas très bien. Pourquoi? Parce que ça demande des connaissances un peu poussées en maths. Bon, vous les avez, mais c'est quand même pas si évident que ça. Ça demande un certain temps, vu qu'on est un petit peu en retard et qu'il n'y a pas trop d'apport d'une démonstration complexe. Je vais vous énoncer indirectement le théorème. D'accord? Alors, quand je faisais cette démonstration, on arrivait à cette conclusion-là, qui nous disait que l'énergie de déformation élémentaire, c'était le produit, on va dire, entre. Alors, je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez ma souris bouger ou pas du tout? Sinon, hop là, bon. Quelqu'un peut me répondre, puisque ça m'évitera. Non, c'est bon. Donc, on arrivait à cette expression qui nous disait que l'énergie de déformation élémentaire, il y a un petit d, c'est un différentiel. C'était le produit du déplacement. On va considérer cette force-là. D'accord? Celle-ci, ou pas celle-là, mais vraiment celle-ci. Ce déplacement-là, on savait que le produit entre le déplacement, d'accord, et la force élémentaire D de AK, on arrivait à remonter à l'énergie de déformation élémentaire. Bon. Voilà en gros ce que disait, c'était la conclusion de la démonstration, qui n'est pas forcément être très utile. Maintenant, je vais la généraliser en énonçant des choses un peu plus simples. Donc, on va se prendre un cas général, toujours. Donc, on se prend une structure poutre, la forme qu'elle est un peu. Donc, les matériaux élastiques linéaires, donc L pour élastique, L linéaire, H comme homogène, et I comme isotrope. D'accord? Donc, ça, c'est le matériau, le cas le plus simple que l'on puisse rencontrer en calcul de structure. Donc, elle va être chargée par des efforts répartis, représentés ici. Des efforts ponctuels, on a dit A de K, d'accord, au point PDK, et des couples aussi ponctuels en certains points. D'accord. Quand je parlerai d'efforts, ça va englober tout ça. Ça va aussi bien des efforts répartis que des forces, que des couples. Ou sinon, je dirais sollicitation, mais si je dis effort, ne vous étonnez pas, on généralise avec ce terme-là. Alors, on prend une structure qui emmagasine de l'énergie de déformation, d'accord, élastique, et on va prendre le cas général. Donc, le cas général, ici, vous savez, ça c'est dû à la traction-compression, ça c'est dû aux efforts tranchants suivant Y, suivant Z, ça c'est dû à la torsion, d'accord, moment de torsion, et les deux derniers termes dépendent du moment fléchissant autour de Y et ici autour de Z.
Donc voilà, donc si ces structures, on peut écrire l'énergie de déformation totale sous cette forme-là, ça veut dire qu'elle est sollicitée hein, on va dire par les 3 ou 4 sollicitations classiques que l'on connaît. Contraction, cisaillement, torsion et flexion. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu sur la diapo précédente, hein, en chaque point d'application des forces P2K, donc on va se concentrer ici. Si j'applique un effort au point P2K, un effort AK, ça va forcément engendrer un déplacement. Donc, ce qu'on faisait auparavant, l'énergie des formations, vous savez que c'était le travail des efforts extérieurs, donc c'était un demi hein, du déplacement fois la force qu'on a appliquée. Alors, on va dire aussi, hein, quand on a la tension, chaque repère ou point d'application des couples, donc ici, hein, on va dire que le repère constitué localement hein, va tourner dans l'angle alpha de I. Bon. Et on verra justement l'énoncé du théorème de Castigliano, hein, que ce soit soumis à une force ponctuelle ou à un moment. Alors, dans le cas d'une force ponctuelle, d'accord, ce déplacement s'exprime en fonction de l'énergie de déformation. Si on considère toujours ce point-là, hein, on sait que le déplacement qui nous intéresse, hein, c'est la variation d'énergie de déformation totale, forcément, donc par rapport à la force qu'on va appliquer. Donc ça, c'est une dérivée partielle. On va dériver par rapport à la force qui nous intéresse, hein, au point où on veut déterminer le déplacement. Donc ça, c'est le cas quand on applique une force, d'accord, à 2K. Et là, on va avoir une rotation, hein, comme l'exercice de torsion, d'accord. Donc ça va être la variation d'énergie de déformation par rapport au moment qu'on va appliquer au point qui nous intéresse. Donc voilà, on peut résumer le théorème de Castigliano. Hein. Donc dans le cas d'une force ponctuelle, ici, et là, c'est dans le cas d'un moment ponctuel. OK. Donc voilà ce qu'il faut comprendre un peu pour l'énergie, le théorème de Castigliano. Donc ça, c'est une autre forme. Hein, soit on le fait classiquement en posant que l'énergie de déformation, c'est la somme des travaux extérieurs, ou alors on va prendre cette définition-là. Ça revient exactement au même. Est-ce qu'il y a des questions ou non? Voilà. Soit vous dormez, soit c'est un peu pénible, parce que je peux comprendre un cours comme ça à distance, c'est pas forcément des heures compréhensibles. C'est pas forcément très intéressant, et là, je comprends que ce soit. Non, pas de questions. De toute façon, après, on va faire une application, et je vous garantis que ça va vous réveiller. Il faudra prendre vraiment la correction, hein, d'accord? Pour l'interro, ce sera, je pense, préférable. C'est quoi la lettre avant? Ça, c'est une dérivée partielle, monsieur Desproges. Comme si j'avais une dérivée, parce que bon, l'énergie de déformation, c'est quoi la lettre de bon, ok. Bon, je vais quand même expliquer un peu peut-être. Je repasse en diaporama. Allez, bon, c'est un peu pénible, c'est ça. Donc ici, c'est une dérivée partielle, ça veut dire que l'énergie de déformation peut dépendre de différentes variables, d'accord? Et si on veut l'effort, imaginez qu'ici, j'ai plein de d'accord? L'énergie de déformation va dépendre de tous les efforts extérieurs, et moi, si c'est simplement en ce point-là que m'intéresse le déplacement, je vais dériver que par rapport à AK. Imaginez qu'ici, vous aviez AI, AJ, ce que vous voulez, je vais dériver simplement par AK. D'accord? Donc ça, bon, je crois qu'en maths, vous l'avez déjà vu avec monsieur Absi, il me semble, une dérivée partielle. Les équations, on ne voit pas votre curseur. Ok. Ok, les curseurs là, non pas du tout. C'est que je ne vois pas très bien. Est-ce que c'est ça? Non. Ça non plus. Non plus. C'est le troisième, excusez-moi. C'est bon. Voilà. Donc ici, hein, c'est bon, le curseur, je pense que vous voyez. Donc imaginez ici, bon, j'ai ma force AK, imaginez qu'ici j'ai une force AI, là j'ai une force AJ, donc l'énergie de déformation va dépendre hein, de AK, de AI, de AJ, enfin d'autant de forces que l'on va appliquer. Donc moi, si c'est simplement ce point-là, le point PK, qui m'intéresse au déplacement, je vais dériver l'énergie de déformation totale due à toutes ces forces. Je vais dériver par rapport à simplement cette force, parce que c'est simplement ce déplacement en ce point-là, P de K, qui m'intéresse. Est-ce que c'est bon pour monsieur Desproges, il me semble qu'il m'avait
poser des questions. Ouais, vous m'avez dit d'accord. Est-ce que c'est mieux là? Vous avez compris? Ok. Allez, je continue. Donc là, et maintenant, je sais que c'est ça. Chaque fois, ça rien, par contre, c'est un peu pénible ça. Alors, on va reprendre l'exercice. Hein. Alors, je ne sais plus quel on avait écrit ça, hein. C'était il y a 2-3 transparents. Je vous avais demandé hein, de déterminer avec le premier cours hein, le déplacement, ici. Encore en disant que l'énergie de déformation, c'était égal au travail des actions extérieures. Ce que je vais faire maintenant, je vais passer sur mon tableau blanc et on va appliquer le théorème de Castigliano. D'accord? Alors, je reprends tout ça. Ok. Ce que j'avais besoin. Ok. Donc, tout ça, je vais copier. Et là, je vais copier complètement. Je prends à nouveau. Ok. Hop. Alors, je vais partager. Donc, je vais recopier ça et maintenant, je vais partager à mon écran. On voit le contexte. Hein. C'était toujours bon. Je n'ai pas recopié l'état initial. Hein. L'état initial, c'est la poutre et qui est non déformée. D'accord? Et donc, on avait calculé donc, les calculs de l'énergie de déformation. Lui, c'est toujours la même chose. Hein. Ici, on a une poutre en flexion. Hein. L'énergie de déformation, c'est toujours un ED. Je vais changer de stylo. Donc, ED, hein, l'énergie de déformation, quand on est en flexion, hein, c'est 1,5 intégrale de 0L hein, de MF. Donc, ici, le moment fléchissant, c'est autant de Z, dx hein, sur E, IGZ. Donc, ça, par contre, ce calcul-là hein, se fait toujours de la même façon. C'est après qu'on traite peut-être les choses un peu différemment. Donc, en appliquant ce théorème-là, on avait trouvé l'énergie de déformation hein, en négligeant hein, les efforts tranchants. D'accord? Alors, si on applique Castigliano, théorème de Castigliano. Ce théorème-là, c'est toujours. Alors, on a vu hein, que le théorème de Castigliano, nous, ce qui nous intéresse, c'est la flèche. Hein, ici, donc on note un delta de B. OK. Alors, delta de B, on sait que c'est la variation, la dérivée partielle de l'énergie de déformation, dérivée hein, par la variation de F. D'accord? Je regarderai après le chat hein, si vous avez des questions. Pour l'instant, je résous et après, on verra. D'accord? Alors, si je fais la dérivée par rapport à la force F, alors je laisse comme ça le tiers, vous allez voir. Donc de F carré 3 sur 3 I Z. Donc ici, il y a ma variable, hein, c'est F. Ma variable, c'est F, donc on va s'intéresser à ça. Donc si je le fais, hein, si je dérive par F, mais là je vais avoir, j'ai un demi en facteur, je laisse, ça me fait donc 2F et 3 parce que F c'est ma variable, hein, sur 3 I, GZ. D'accord? Donc de là, pareil, et donc on obtient delta de B, ça va être F.
M3, hein, c'est M3. EI, EIGZ. Donc, vous voyez, là, ça revient exactement au même que si on passe par l'énergie, par la définition de l'énergie de déformation, hein, qui nous dit que c'est égal aux travaux des forces. Donc voilà, c'est assez rapide. Hein. Donc vous utilisez soit cette méthode-là, soit celle qu'on a vue auparavant avec le travail des forces extérieures. Il y a des questions. Je regarde le chat. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Pour le moment, c'est bon. Il n'y a rien de compliqué. Monsieur Desproges, c'est bon, vous avez compris pour. Ok. Alors, je rebascule sur le cours. Excusez-moi, est-ce que vous pourrez réafficher la démonstration? J'ai pas eu le temps de tout noter, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Ouais, dites-le-moi si je vais un peu vite. Bon, j'ai dit, vous me dites quand vous avez fini. D'accord? J'ai pris une photo, vous pouvez continuer dessus. Ok. C'est parti. Alors, bon, voilà. Bon, on a bien trouvé ce terme-là, hein, donc pas de difficulté. Alors maintenant, bon ça, hein, je le répète, Castigliano, je ne l'ai peut-être pas indiqué dans ce que je vous ai raconté, mais c'est simplement pour les structures isostatiques. Bon, vous savez très bien que quand on conçoit un système, hein, on est souvent amené à concevoir plutôt des mécanismes, des structures hyperstatiques, hein, pour une question souvent de rigidité. Et si on veut que la structure ne se défende pas trop, d'accord, enfin, tout dire et rien dire en même temps ne se défend pas trop, hein, mais si on veut la rendre rigide, hein, on dit de surcontraindre les mécanismes, hein, d'accord, avec des liaisons pivots hein, qui sont surabondantes. D'accord. Alors, ça, c'est d'un point de vue, ce que je vais raconter là, c'est plutôt d'un point de vue pratique. Hein, on va rajouter des liaisons hein, pour rigidifier ma structure ou mon mécanisme hein, pour qu'il se déforme moins. Donc, par contre, attention, hein, s'il se déforme moins, forcément, généralement, en termes de contraintes, hein, on va augmenter hein, les contraintes max. D'accord. Alors, d'un point de vue plutôt, on va dire, mathématique, ça, vous avez vu ça au S1 quand vous faites de la statique, hein, normalement. Un système, on va dire une poutre dite hyperstatique, chaque fois que les actions de contact exercées par des liaisons, on va dire des liaisons extérieures, hein, ne peuvent pas être déterminées par le PFS. En gros, c'est quand une fois vous avez fait votre étude, votre PFS, et si vous avez plus d'inconnus que d'équations, on ne va pas résoudre. D'accord? C'est irrésolvable. Donc, ce qui veut dire qu'on est hyperstatique. Alors, si on s'arrête avec des outils que vous avez utilisés jusqu'à présent, et vous seriez bloqué. Alors, sauf dans certains cas, quand vous avez des problèmes symétriques, hein, on peut s'en tirer. D'accord? Par contre, quand vous n'avez pas de structure symétrique, ben, ça peut être plus compliqué que ça. Donc là, ben, justement, le gros potentiel des méthodes énergétiques, hein, c'est de pouvoir traiter des structures hyperstatiques. D'accord? S'il y a des questions, hein, comme je ne suis pas en train de basculer entre le chat et la présentation, n'hésitez pas à prendre la parole. D'accord? Alors, si je continue. Bon, là, il faut essayer pour bien comprendre. On a vu que le théorème de Castigliano s'applique assez facilement. Alors, on peut dire qu'il s'applique au système hyperstatique. On appellera plutôt ça comme le théorème de Menabrea. Hein. Dans la littérature, c'est souvent différencié. Hein. Problème isostatique, c'est Castigliano et Menabrea, mais bon,
s'appuie hein, sur le travail ou le théorème de Castigliano. Alors, il va suffire de déterminer des efforts internes, donc en fonction des réactions de liaison, qui sont surabondantes, hein, c'est ce que je vous disais, hein, et d'exprimer des relations avec les variations d'énergie de déformation. Dit comme ça peut vous faire peur et vous pouvez ne pas très bien comprendre, hein, ce qui est normal. Alors, en gros, et après, je vais faire une application et vous allez voir que ça va être plus clair. D'accord? Donc, pour connaître les efforts aux conditions limites, on va appliquer un théorème de Cauchy que l'on a vu. D'accord, hein? Donc, si on. Ah, pardon, toujours pas mon. Donc, ça va se résumer à ça dans le cas où on a une charge ponctuelle, et là, ça va être le cas d'un moment ou d'un couple ponctuel. Alors, ne regardez pas égal à 0. Donc, ça, hein, c'est vraiment Castigliano. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et je regarde aussi bien ce terme-là que celui-ci. Là, égal à 0, ça veut dire, bon, on va prendre en un point où il y a des liaisons, hein. C'est par exemple les liaisons ponctuelles, mais je sais qu'au niveau de ces liaisons ponctuelles, hein, il n'y aura pas de déplacement. Et donc, je vais pouvoir hein, justement utiliser là hein, pour. On va choisir ce qu'on appelle une inconnue hyperstatique, simple, et après, on va pouvoir se rendre problème isostatique. Bon, alors dit comme ça, c'est assez compliqué d'expliquer. Avec l'exemple, vous allez voir que ça va être beaucoup plus clair. Enfin, je l'espère. Alors, justement, on va prendre cet exemple-là. Alors, avant, je reviens sur le chat. Je pense que je ne vais pas être très clair, mais ne vous inquiétez pas. C'est un peu la théorie, là. Il faut un peu l'accepter. Et avec l'exercice, vous allez voir vous allez mieux comprendre. D'accord. Et après, on fera 2 ou 3 TD dessus. Il n'y aura plus de secret. Question pour l'instant, ou est-ce que c'est bon? C'est bon. Ok, bon, je rebascule sur. Alors, voilà. Bon, à chaque fois. Alors, on va prendre ce cas-là. D'accord? Vous imaginez bien que si je n'avais pas une force ponctuelle, j'aurais un problème isostatique. Donc, pas besoin d'utiliser tout ce que je vous ai raconté. D'accord? Bon, maintenant, je vois qu'ici, j'ai un encastrement. Là, j'ai un appui roulant, un appui ponctuel. Là, vous allez voir, on va voir si on a un problème isostatique ou hyperstatique. Déjà, comment le déterminer? Il y a deux façons de voir les choses. D'accord? Donc, on a l'état initial où l'échelon non déformé. Et ça, c'est l'état final. Hein, où là, je vais voir ici la flèche. D'accord? Alors, chose importante. Je ne sais pas comment c'est encore. Chose importante, l'effort tranchant sera négligé. D'accord? Sinon, ça va être. Déjà, vous allez voir, c'est assez lourd à écrire. C'est ça. Et donc, si on néglige l'effort tranchant, bon, on va réduire un petit peu la difficulté. Donc, le but ici, si bon, vous allez voir, on va résoudre un problème hyperstatique, on sera incapable de déterminer hein, ce qui se passe au niveau de l'encastrement et au niveau de l'appui ponctuel. D'accord? Et donc, si on ne connaît pas les efforts au niveau des liaisons, en B et en A, on ne sera jamais capable de déterminer la flèche. C'est ce qui va nous intéresser. Hein, donc, la question ici, hein, c'est déterminer d'abord l'effort en B, on va prendre ça comme inconnu hyperstatique, et en déduire les efforts en A. D'accord? Parce que là, si je vous demande de résoudre, vous êtes incapable de résoudre. C'est impossible, il n'y a pas de symétrie, parce que là, j'ai un encastrement, ici, j'ai un appui ponctuel. Si j'ai eu deux encastrements, à chaque extrémité, ça aurait été plus facile. Pourquoi? Parce que j'aurais une condition de symétrie. Là, j'ai aucune symétrie, donc on ne peut pas résoudre avec un simple PFS. D'accord? Alors, je vais passer sur mon tableau blanc et je vais prendre les images. Voilà, donc je vais prendre ça. Alors, je passe sur mon tableau blanc. Voilà. Donc là, je mets la figure.
Et voilà, ok, je le partage. Je regarde sur les questions. Est-ce que voilà, tout le monde va bien? Bon, là, c'est plus facile. Je peux maintenant passer du chat à l'autre. C'est pas un PowerPoint, c'est plus simple. Est-ce que tout le monde voit bien la figure? Déjà. Oui, ok. Alors, déjà avant de. Généralement, la première question qu'on résout, ce qu'on demande déjà, première chose, une première étape, on va dire. Première étape. D'accord, première étape, c'est. Voilà. Est-ce que. Est-ce que le problème. Est-ce que le problème que je traite est un problème que je traite est isostatique ou hyperstatique? Isostatique ou hyperstatique. D'accord? C'est vrai, jusqu'à présent, on ne se posait pas la question. D'accord? Mais là, il va falloir qu'on se la pose. Donc voilà, le problème est-il isostatique ou hyperstatique? Si c'est isostatique, on peut le résoudre facilement. Par contre, s'il est hyperstatique, on aura du mal. D'accord? Ça, c'est la première chose à faire. Alors, on a deux façons de voir les choses. Je prends toujours ici ma petite figure, comme ça j'en ai toujours besoin. Première étape. Alors, je vais le faire avec. Donc en gros, pour répondre à cette question, c'est calcul du degré d'hyperstaticité. Calcul du degré d'hyperstaticité. D'accord? Ça, c'est la première chose. En gros, si je vous le demande, il y aura 9 chances sur 10 que le problème soit hyperstatique. Alors pour ça, ce que l'on fait, on va faire un PFS, on va faire au point A. Bon, au point A, j'ai un instrument, donc j'ai une composante sur X, sur Y, et une autour de Z. D'accord? Et là, comme j'ai un appui roulant, j'ai simplement une composante suivant Y. Donc là, je vais faire un PFS, un principe fondamental de la statique. Ok, PFS, on va faire ça. On va faire ça. Pas sur la gauche, comme ça, je vois un peu plus. Est-ce qu'il y a des questions? Déjà, je regarde s'il y a des questions. Apparemment, non. Alors, si je fais un PFS 1, c'est simple. J'ai donc XEA, j'ai YK. Bon, j'ai un problème plan. Ok, ça c'est un problème plan. D'accord? Aussi, ça va me faciliter la chose, sinon c'est un peu plus compliqué. Donc là, j'ai un problème plan. Alors, ça, rien ici, là. Donc là, des inconnus, je ne connais rien. Je connais simplement la force que j'applique, mais sinon, le reste, je ne connais pas. Alors maintenant, je vais transporter la force en C. 0, F, 0, 0, 0, 0, plus, donc je vais de A vers C, c'est du L en 2, 0, 0, et vectoriel, 0, moins F, 0. Donc ça, c'est le torseur qui est en C, je transporte en A, et maintenant, il faut que je transporte l'action en B, en A également. J'ai 0, YB, 0. Donc là, je vais de A vers B. Donc j'ai dit que ma poutre avait une longueur L, on va dire. C'était L. 0,
0, et vectoriel 0. Ça égale forcément hauteur sans angle. Voilà pour le PFS. Bon. Je vais faire ça. Bon, je vais prendre tout mon temps. Pas de questions. Voilà. Ça va me faire quoi? Ça va me faire ça. Donc, 0, 0, 0. Voilà. Plus 0. Moins f, 0. J'ai un problème plan, j'ai rien autour de x, rien autour de y. Ici, je vais avoir moins fl sur 2. Et pour le dernier, j'aurai 0, yb 0, 0, 0, et lyb. Ça, c'est égal. Hauteur sans angle, toujours. Bon, je pense qu'il n'y a pas de question par rapport à ça. D'accord. Alors, je regarde s'il y a des questions. Non. Ça ne doit pas vous poser de problème. D'accord. Alors, bon, maintenant, si on fait la résolution, alors je vais prendre toujours. Je vais prendre ma figure avec moi, ça va être. Et je le mets ici pour l'instant. Voilà. Alors, si je regarde ici, hein, je vais avoir forcément XEA qui est égal à 0. Ça, il ne fallait pas. C'est normal, hein, j'ai rien ici, j'ai pas de. J'ai rien suivant x, là non plus, donc x égale à 0, c'est logique. Je vais avoir YK plus YB moins f égale à 0, ou égale à f, peu importe, hein. Encore YK plus YB moins f. Et pour les moments, hein, je vais avoir là, plus L YB moins FL sur 2 qui est égal à 0. Donc là, hein, j'ai ça. Alors, est-ce que je peux résoudre le système? Donc ici, hein, c'est clair, XA qui est égal à 0, ça compte ceci. Maintenant, si je regarde ici, j'ai combien d'inconnus? 1, 2, 3. Donc là, j'ai 3 inconnus. Donc j'ai deux équations. Deux équations à 3 inconnus. D'accord? 3 équations avec 2 inconnus. Hein. Donc, le degré d'hyperstaticité. Le degré d'hyperstaticité. Hyperstaticité. Et 2. On fait toujours nombre d'inconnus moins le nombre d'équations. Hein. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc ça veut dire que je ne peux pas résoudre mon problème. Là, impossible de résoudre le problème. D'accord? Là, impossible. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? De quoi, M. Choureau, ça l'est? Ça veut dire c'est hyperstatique, ça, vous voulez dire, M. Choureau? Ok. Alors, est-ce qu'on est obligé de faire le PFS? Alors, vous allez voir, hein. De toute façon, alors, il n'est pas nécessaire de faire le PFS pour deviner ou pour plutôt argumenter le fait que le système ou la structure soit hyperstatique, mais de toute façon, à la fin, on vous demande de déterminer de toute façon les actions en A et en B. Donc, vous allez voir qu'on va d'abord déterminer l'action en B, et après, grâce au PFS qu'on vient de faire, on va pouvoir déterminer l'action en A.
Est-ce que c'est bon ça? Sinon, une façon de voir pour déterminer le degré d'hyperstaticité, hein, c'est celui-ci, hein, c'est pas compliqué. Hein. Autre méthode. Donc, autre méthode pour déterminer le degré d'hyperstaticité. Le degré. Alors, d'hyperstaticité ou d'hyperstatisme, ça revient exactement au même. Donc, on peut dire les deux. D'hyperstaticité, hein, c'est autre méthode. Ben, c'est pas compliqué, on regarde les liaisons. D'accord? On a une liaison encastrement. On a une liaison encastrement. D'accord? On a donc 3 inconnus. OK. Ils sont XA, YA et NA. Donc ça, pas de souci. En V, on a une liaison, alors c'est un puis roulant, hein, c'est comme si on avait une liaison ponctuelle. On est bien d'accord. Donc on a donc une inconnue, Y. D'accord? Et lorsqu'on traite un problème, lorsqu'on traite un problème de statique dans le plan, de statique dans le plan, on a au plus hein, 3 équations. Les 2 équations suivant x et y pour les forces et autour de z pour le moment. OK? Ah, mince. Et le degré d'hyperstaticité, hein. Donc le degré d'hyperstaticité, qu'on nomme égal à h, et c'est égal à nombre d'équations moins le nombre d'inconnus. Moins le nombre d'inconnus. D'accord? Comme ça. Est-ce que c'est clair? Donc, vous pouvez me dire, bon, ça ne sert à rien d'avoir fait le PFS, mais si, parce qu'on en aura toujours besoin à la fin. C'est le but. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? Ouais. Ok. Bon, mais il reste 10 minutes en gros. On va commencer, on n'aura pas le temps de finir. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, je préfère faire les choses, comme je vous le dis à chaque fois, plutôt lentement mais sûrement. Et du coup, on a le temps, de toute façon, pas de soucis. Alors, je vais reprendre mon petit dessin. Donc là, je ne vous inquiétez pas. Voilà. Mon premier plan, ça j'enlève. Alors, ce que l'on va faire maintenant, vu qu'on a h égale à 1, dans notre cas, d'accord? Dans notre cas, h égale à 1.
Donc ça veut dire qu'on doit choisir une inconnue hyperstatique. Bon, mes inconnues, hein. Ok. Et on a 4 inconnus. On a 4 inconnus. Donc XA. Alors, vous allez voir, c'est pas forcément vrai parce que XA égale à 0, donc on a 3 inconnus plutôt. Allez. Donc vous mettiez 3 ou 4, ça change rien. Il n'y a pas de souci. 3 inconnus, donc si c'est le cas, YK, NA et Y. D'accord? Ça, ce sont nos 3 inconnus. Donc là, il faut en choisir une. Comme on a un degré comme h égale à 1, comme h égale à 1, on doit choisir une inconnue hyperstatique. On doit choisir une inconnue hyperstatique. Hyperstatique. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va trop vite ou je ne sais pas. Là, il faut bien écouter, hein, parce que c'est un peu fastidieux et voilà. Faut bien écouter. Alors, on a le choix, hein. Soit on choisit YK, soit on choisit NA, soit on choisit YB. Vous vous rappelez, le théorème de Castigliano nous dit que l'énergie de déformation par rapport à une force, que je ne mets pas pour l'instant, d'accord, égale 1 delta. Et comme on a un problème hyperstatique, il faut choisir un cas où delta égale à 0. On a le choix, hein. Pourquoi? Parce qu'on sait que aussi bien là que là, hein, le déplacement suivant y, hein, il est égal à 0. Ce qu'on va faire, on va prendre ici, j'ai qu'une seule inconnue, au point D, donc on va choisir celle-là. Et après, en TD, je vous expliquerai que ce serait maladroit de choisir à gauche. Pourquoi? Parce qu'on a 2 inconnues, on a YK et NA, et ça veut dire que dans toute la résolution du problème, il faudrait faire intervenir YK et NA, et donc ça va être plus lourd en calcul. Alors que si on fait intervenir que YB, on n'a qu'une seule inconnue. Donc on va choisir YB. D'accord? Et ça, c'est égal à 0. OK? Donc on choisit. Hein. Et donc ça veut dire quoi? Ben, maintenant, on va essayer. Hein. Si on choisit YB, alors ce n'est pas une obligation, mais c'est bien un conseil. Si j'étais vous, je me suivrais. Mais ça veut dire qu'on va essayer maintenant, hein, ce qu'il faut faire. Si on choisit YB, voilà. On va exprimer l'énergie de déformation, d'accord, en fonction de YB et non de YK et là, d'accord. Et ça va nous simplifier la vie. OK? Bon, c'est en gros, je ne sais pas si c'est clair. Ici. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est assez important. Ça, c'est assez important. Et ça vous évitera, ce n'est pas une obligation, je le répète bien, mais suivez cette méthode-là et ça évitera des calculs assez lourds et des erreurs de temps de rond. D'accord? Est-ce que c'est bon tout ça? Et vous allez voir, pour l'instant, vous dites, bon, ok, pourquoi YB? Bon, peut-être. Vous allez voir que ça va dépouiller. On n'aura pas le temps aujourd'hui, c'est sûr. Est-ce que je peux continuer ou est-ce que j'attends un peu que vous puissiez prendre le cours? Vous avez quelle heure, vous? Et moi, c'est décalé entre ma montre et puis mon ordinateur, là, c'est
25, ok. Bon, c'est maman qui est un peu en retard. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. Si ça ne vous dérange pas, parce que là, il y a au moins encore pour 1 heure de résolution minimum. D'accord? Et donc, je veux bien reprendre. Là, on a posé le problème. D'accord? Et après, on va pouvoir entamer les calculs. D'accord? Est-ce que ça convient à tout le monde ou vous voulez qu'on continue pendant les 5 minutes qui nous restent, mais sachant qu'il faut que je revienne après? Oui, quoi? Oui, on arrête là, pour ce temps-là, et puis on continue. Je crois que c'est mercredi. On doit se revoir ou jeudi, je ne sais plus. Et comme ça, on prendra, je repose autre chose et on pourra commencer. D'accord? Ok, bon. Comme ça vous fait une petite pause, moi aussi. Et je vous dis donc à la prochaine.